Hop hop hop. Avant que la vidéo commence, on est bientôt 10 000 sur la chaîne, alors n'hésitez vraiment pas à vous abonner si la vidéo vous plaît. Voilà. Dans ma vidéo sur les générations de Pokémon avec le ref Helio, à la toute fin, j'ai dit ça. N'oubliez pas, en vérité, la meilleure génération, c'est la... Vous voyez le problème? Non? Bah justement, le problème, c'est que j'ai rien dit. Pourtant, ça a été suffisant pour que je me fasse envahir de commentaires, comme quoi la meilleure génération, c'était la 5ème. Peuple, je vous ai entendu. Après nous être aventurés dans les 4 premières générations et traiter du cas d'Arceus dans les mangas, il était temps pour nous de nous attaquer à la suivante. Alors levez vos drapeaux 5G, installez-vous confortablement et voyons ensemble ce que nous réserve la grande aventure noir et blanc. Par contre, j'ai jamais dit que la 5ème génération c'était ma préférée. Sortie comme d'hab un an après les jeux vidéo et édité chez nous par Kurokawa, la grande aventure noir et blanc est la suite directe des mangas précédents que j'ai déjà traité en vidéo et que je vous invite à aller voir après celle-ci. Car oui, tout comme les jeux vidéo se voulaient être un nouveau départ avec 150 nouveaux Pokémon et une région inspirée d'autre chose que du Japon, ces mangas ne font que très peu de liens avec les précédents, mais s'inscrivent tout de même dans la timeline. Enfin bref, vous comprendrez, on peut commencer. Dans le petit village paisible de Renouet à Unis, Noir est un jeune homme rêveur et énergique qui n'a qu'une seule idée en tête, vaincre le Conseil 4 et le maître de la Ligue Pokémon d'Unis. Comme il le répète près de 25 fois dans tout le putain de manga, toujours accompagné de ses fidèles, Guerriègle et Muna. Oui, il a un Guerriègle au début du jeu, le mec se fait vraiment pas chier. Et pour ça, il a été choisi avec ses amis d'enfance, Tyrell et Bianca, par le professeur Cateleria pour remplir une mission, compléter le premier Pokédex d'Unis. Seulement, le mec est tellement insupportable qu'il va se barrer avec l'un des starters et le seul Pokédex fonctionnel parce qu'il a laissé les autres se faire bousiller sans prévenir qui que ce soit. Mais sur sa route, il fera très vite la rencontre de Blanche, chef de l'agence BW, chargée de trouver des Pokémon servant d'acteurs pour des pubs ou des séries. Mais après quelques petites mésaventures, il se retrouvera très vite endetté d'une somme astronomique envers notre héroïne. Pas le choix, pour pouvoir la rembourser, il devra faire partie de l'agence et mettre ses Pokémon au service de celle-ci. Ainsi, accompagné de ses Pokémon et du Gricui que le professeur lui aura confié, vous suivrez les aventures de Noir et Blanche à travers la région d'Unis, dans le but de percer dans le monde du divertissement pour l'une et de devenir le meilleur dresseur de toute la région pour l'autre. Seulement, je vous ai pas tout dit au sujet de Noir. Il a un pouvoir. Enfin, pas exactement. Précédemment, je vous avais dit qu'il n'avait qu'une seule idée en tête, vaincre le maître de la Ligue Pokémon et le Conseil 4. Sauf que c'était pas qu'une expression, à tel point que ça l'empêche de se concentrer correctement. C'est la raison pour laquelle il est accompagné d'un Muna. Et oui, lorsqu'il est dans une situation délicate, Noir n'hésite pas à demander à son Muna de se nourrir de ses rêves, afin, je cite, de rendre son esprit blanc de vide, puis noir d'informations, jusqu'à obtenir l'information la plus importante sur le moment. C'est quelque chose qui n'est évidemment pas présent dans les jeux vidéo et c'est d'ailleurs même pas la première fois que l'aptitude d'un Pokémon sert au protagoniste, sujet que j'ai déjà traité dans une autre vidéo. Mais là, c'est quasiment un super pouvoir que Noir refusera toujours d'utiliser dans un combat important. Mais la 5ème génération, c'est aussi l'ajout du tout premier groupe d'amis de la licence. Première fois que l'on ne peut pas nommer notre ami d'enfance, ce qui avait jusque-là toujours été possible. Ainsi, Bianca était exactement comme dans les jeux vidéo, une jeune fille très maladroite qui voyage pour espérer avoir plus confiance en elle et trouver sa voie. Mais Tyren, lui, c'est juste l'intello de service. Une énorme différence avec le jeu de base. On est bien loin du garçon froid, condescendant et en perpétuelle quête de puissance, traitant par exemple le champion Bardan de paysan. Il a pas tort. Ici, on est plutôt sur quelqu'un de poli, serviable et très expressif, n'ayant qu'un objectif, aider le professeur Cateleria. La Ligue Pokémon, c'est pas spécialement son truc, et encore moins les badges d'Unis. Dans les précédents épisodes, on avait pu voir ensemble l'évolution du traitement des champions d'arène, qui passaient progressivement de gardiens d'artefacts sacrés, ça je m'en remets toujours pas, à protecteurs de leurs zones respectives. Et s'il y a bien un jeu de la licence qui a accordé un traitement tout particulier à ces personnages, c'est sans aucun doute Noir et Blanc. En même temps, c'est un peu les premiers jeux où les champions d'arène jouent un rôle dans la société. Au-delà de leur titre de champion, ils ont tous un véritable métier, mais ne négligent pas pour autant leurs responsabilités. Alors qu'avant, leur taf, c'était justement champion d'arène. Le reste n'était plutôt qu'un trait de caractère. Les triplés Noah, Rachid et Armando, par exemple, champions de type feu, plante ou eau, sont restaurateurs à Ogoes, alors qu'Aloé, championne de type normal, est conservatrice au musée de Maillard. Artie de type insecte est un artiste de Volucité et Inésia de type électrique est une mannequin de Méanville. Bien loin du métier de Bardan, champion de type sol, qui est exploitant minier à Port-Yoneuve.
Carolina, championne de type vol et pilote à pare-semis, Zou de type glace est un ancien acteur de Flocombe, et Watson de type dragon n'est autre que le maire de Janusia. Et regardez-moi la taille de ses biceps. Oh putain! Et personnellement, je trouve que ça rajoute de plus en plus de cohérence à l'univers. Ils savent que leur talent pour les combats Pokémon est un pouvoir important, surtout dans une région comme Unis. C'est pourquoi ils n'hésitent pas à le mettre au service d'autrui, et ces mangas en sont le reflet. Mais souvenez-vous, l'objectif de Noir, ce n'est pas tant d'obtenir les 8 badges, ça ce n'est que la première étape. Ce qui l'intéresse le plus, c'est le Conseil 4. Pour la petite anecdote, c'est littéralement le premier protagoniste à avoir cet objectif depuis le début de la série, là où Red, Saphir ou encore Platine s'arrêtaient après avoir obtenu leurs 8 badges. Et jamais un Conseil 4 n'a été aussi présent, leur rôle est littéralement la protection d'Unis. C'est pourquoi ils s'occuperont eux-mêmes de mener leur enquête sur la Team Plasma. Mais là aussi, ce n'est qu'un titre. Ainsi, Anis est écrivain, Pieris est croupier, Kunz est lutteur, et Persilla, on sait pas trop à part le fait que c'est l'ancienne meneuse du château de combat de Platine. Quant à Goya, il reste fidèle à son rôle. Un homme plutôt simple, décrit par N lui-même comme n'existant aux yeux du monde que par sa position de maître. Un personnage qui a l'étrange capacité de nouer des liens avec n'importe quel Pokémon sauvage. Rien d'étonnant pour le probable descendant direct du héros de Izui. Mais je sais ce qui vous intéresse. Vous l'attendiez depuis le début. Si vous avez cliqué, c'est pour savoir ce que ces mangas ont fait du musical de Méanville. Comme dans tout jeu Pokémon, y a pas que les badges, il y a aussi plein de mini-jeux, surtout dans la 5ème génération, grâce à la ville de Méanville. Je vais pas vous expliquer ici ce qu'était le musical, pour ça je vous renvoie vers la vidéo que j'ai fait avec l'ami Ed Layton, mais sachez que dans ces mangas, ça a plus d'importance qu'on ne le croit, puisque ça a été créé par Blanche elle-même, à qui l'on avait confié la mission de trouver quelque chose d'exceptionnel pour promouvoir la ville. Sinon, comme d'hab, toutes les quêtes annexes sont présentes, mais ont pas plus d'intérêt que ça, comme le métro de combat ou encore le synchro-jeu du professeur Oriz. Si vous savez, ce truc qui permettait de communiquer avec le monde des rêves et d'aller dans le monde de vos amis grâce à Laylink. Personne savait comment ça putain de marchait. Et vous vous doutez bien que l'aventure de nos héros ne se fera pas sans encombre. Et nous y voilà, on va enfin en parler. De toute la licence, il n'y a pas eu plus énigmatique, intrigant et charismatique que les Pokémon légendaires d'Unis. Si la 4ème génération rajoutait le nombre astronomique de 14 Pokémon légendaires, la 5ème on a tout de même rajouté 12 de plus. Donc faut bien trouver un moyen d'en parler. Et c'est pas fameux, ils sont casés au pif et servent vraiment pas à grand chose, en tout cas dans les mangas noirs et blancs. Et ils sont juste introduits à des moments aléatoires du manga, on n'a pas l'impression qu'ils sont si légendaires que ça, hormis Boreas Fulguris et Démétéros capturés par la Team Plasma. Et N. C'est bon, on va en parler. Probablement l'un des personnages les plus appréciés de la licence, si ce n'est pas le plus apprécié. Souvenez-vous, dans les jeux vidéo, N était un étrange jeune homme qui disait avoir la capacité d'entendre la voix des Pokémon. Adopté par Getis, chef de la Team Plasma, lui et ses idéaux seront très vite utilisés pour rallier les membres de celle-ci autour d'une seule et même idée. Un seul et même roi. C'est un personnage que l'on est amené à rencontrer plusieurs fois au cours de notre aventure, et à chaque fois, son discours fut le même. Les Pokémon sont des êtres privés de liberté, subissant le joug de l'humanité qui les force à livrer de violents combats en ne leur demandant jamais leur avis. Ils ne doivent appartenir à personne, ou alors devraient avoir le droit de choisir à qui ils veulent appartenir. Certes, N pratique des combats Pokémon, mais il le dit lui-même, c'est à contre-cœur. Et c'est souvent la volonté de ses propres compagnons qui changent d'ailleurs tout le temps entre les combats. Il n'a jamais les mêmes Pokémon. Et c'est pareil dans ses mangas, si ce n'est mieux. N est montré dès le début comme quelqu'un de physiquement étrange. Son visage peu expressif et son regard vide, couplé à la tristesse soudaine qui l'accable lorsqu'il voit un combat Pokémon, le rendent difficilement cernable. Il fait peut-être partie des méchants, certes, mais en est-il vraiment un? Après tout, il ne fait rien de mal et ses discours ont l'air de plaire aux Pokémon qui l'entendent. Qui est-il et que souhaite-t-il vraiment? Il est l'incarnation d'un discours que beaucoup ont reproché à la 5ème génération, car bien qu'étant mis en place pour pousser le joueur à la réflexion, il ne sera jamais réellement abouti à la fin des jeux. Hormis le fait que nos Pokémon à nous sont heureux à nos côtés, qu'en est-il des autres? En fin de compte, N n'a-t-il pas un peu raison? Lorsque le professeur Keteleria enferme Gricui, Vipellière et Moustillon dans un carton pendant plusieurs jours pour les faire livrer, à tel point que l'un d'eux a fini enrhumé à cause du froid. Ne les considère-t-elle pas comme de la marchandise? Et puis, en faisant des combats une pratique largement médiatisée, la Ligue Pokémon ne participe pas chaque année à des cas de dresseurs qui forcent leurs Pokémon de compagnie à combattre? De grandes interrogations, parfois reflets d'une triste réalité, auxquelles nos héros devront parfois faire face. Blanche et son Gricui ont beaucoup de succès, mais lui a-t-elle
laisser le choix? Après tout, son Gricui n'a jamais combattu de sa vie. Il n'a jamais fait autre chose qu'être une star. La preuve étant qu'après avoir goûté au combat Pokémon, c'est auprès de N qu'il choisira de rester. Bref, vous commencez à comprendre où je veux en venir. Dans ces mangas, le discours de N est bien plus cohérent. Il n'est pas spécialement mauvais et ça se voit. Tout ce qu'il fait, c'est subir la pression de Getis et venir en aide aux Pokémon dont lui seul peut entendre les appels à l'aide. Ce qui le met en opposition directe avec Getis et la Team Plasma. Et oui, ces bouffons sont aussi présents et ils sont encore plus ridicules. Oui, parce que si le discours de N a l'air de tenir la route, bah celui de Getis et de la Team Plasma beaucoup moins. Genre sérieux, on leur a dit que pour leur projet, N avait besoin d'un des dragons légendaires d'Unis. On est bien d'accord. Alors pourquoi ces bouffons sont allés chercher le squelette d'un dragon dans un musée? Ça n'a pas de sens, est-ce qu'il a l'air encore en vie? Et je veux bien que le délire de libération des Pokémon soit là pour masquer les vraies ambitions de Getis. Mais je sais pas, faites semblant au moins. Heureusement, Getis rehausse un peu le niveau. Dans les jeux vidéo, il a toujours été présenté comme un homme sévère et colérique qui faisait verbalement payer à N sa propre incapacité, le traitant de monstruosité ou encore de créature au visage d'homme. Bah dans ces mangas, c'est très légèrement différent. Getis agit toujours comme un véritable despote, mais préférera sans cesse noyer sa frustration derrière un faux sourire, ce qui rajoute une couche à la folie du personnage. Cependant, son objectif est le même, utiliser N et le dragon légendaire pour assurer son autorité sur Unis. Tout ce qu'il souhaite, c'est être roi. Et pause. Comme d'hab, on rentre dans la partie spoil, du coup si vous voulez éviter ça, foncez à ce timecode. Mesdames et messieurs, les mangas ont tranché. Alors que jusqu'à présent, les grands méchants faisaient appel à deux légendaires simultanément et les considéraient tous deux comme des menaces, ici, il a fallu choisir un camp. Et c'est finalement le scénario de Pokémon Noir qui a été choisi. Dans le but d'atteindre l'idéal souhaité par N, la Team Plasma va alors s'emparer du Galet Noir. Désormais allié à Zekrom, nul ne peut arrêter N, même le maître de la ligue en personne. Contre les idées de N et la Team Plasma s'opposeront alors Noir et Reshiram, symbolisant la réalité d'Unis. Certes, en ce monde, il existe des Pokémon qui souffrent à cause de leur dresseur. Mais à Unis, cela est loin d'être une généralité, car comme son nom l'indique, elle est la région de l'union. L'union entre des humains et des Pokémon qui savent se comprendre. Ainsi, après un combat acharné au sommet de la ligue Pokémon d'Unis, Noir put finalement triompher. Getis vaincu, N est désormais libre et s'en alla vers un autre monde après un ultime adieu. Tout est bien qui finit, c'est faux. Cette victoire avait vraisemblablement un prix. Séparé de sa moitié, Reshiram se retransforma en Galet Blanc, non sans emporter avec lui Noir. Malheureusement, jamais il ne put réaliser son rêve. Grâce à lui, la région d'Unis est enfin en paix. Ou presque. Bref, vous l'aurez compris, ces mangas continuent d'apporter de la nouveauté tout en suivant de plus en plus le scénario des jeux vidéo. Rien d'étonnant quand on sait que c'est à partir de la 5e génération qu'ils ont commencé à le complexifier. Et même si la 5G n'est pas ma génération préférée, je dois quand même avouer que ces mangas, eux, sont de loin la meilleure expérience que j'ai eue depuis le début de cette série. Mais rassurez-vous, tout n'est pas perdu, puisque quelques années plus tard, un membre des forces de police internationales du nom de Norris s'apprête à débuter l'enquête qui changera à jamais Unis. Sur ce, n'oubliez pas, en vérité, ma vraie génération préférée, c'est la...